Instant. C'est dense, évidemment, on va aller là-dessus en question, il n'y a pas de problème. Je veux juste rappeler, parce que c'est les crédits provisoires qui ont commencé et ça a donné lieu à 2 révélations. Je veux absolument parler de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est honteux, là. On s'est engagé en 2023, grosse conférence de presse, ça va avoir lieu dès l'été 2024. On sait avec certitude de la part du CIUS que tout est prêt, il n'y a pas d'excuse. Hier, j'étais en crédit provisoire avec le ministre des Finances et je lui dis, pouvez-vous juste m'expliquer dans votre PQI pourquoi il y a des hôpitaux qui avancent puis qui sont en phase de réalisation, mais pas Maisonneuve-Rosemont, alors que c'est l'urgence la plus débordée au Québec, alors que cet hôpital-là tient avec de la broche, alors que lorsqu'on regarde le ratio de citoyens par médecin, infirmière ou ambulance, c'est l'Est de Montréal qui est le plus défavorisé de loin. Pourquoi avez-vous pris cette décision-là? Et il me répond, je ne suis pas au courant. Comme si le ministre des Finances ne parlait pas au ministre de la Santé pour dire quel projet on fait avancer, puis pourquoi, puis quel projet on fait, on rend immobile et pourquoi. Donc, c'est vraiment inacceptable. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois dans notre histoire récente que les citoyens de l'Est de Montréal sont traités comme des citoyens de seconde zone. Je ne l'accepte pas. Et les 2 seuls critères qui devraient être utilisés par le gouvernement, et on va aller en motion aujourd'hui pour confirmer que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont aura bel et bien lieu, les 2 seuls critères applicables, c'est le niveau de vétusté de l'établissement, puis le besoin de la population. Et si des critères absolument électoralistes sont utilisés pour freiner un projet qui traîne depuis beaucoup trop longtemps, la CAQ va passer un mauvais quart d'heure parce que de notre côté, on ne laissera pas passer. J'ai l'impression que ce sera la même chose pour les oppositions. Je veux également souligner que pendant ce temps-là, il y avait aussi Pascal Paradis en crédit provisoire qui demande à la ministre de l'Économie, donc vos garanties dans Nordvolt, c'était pas vrai? Vous nous avez dit qu'on était en excellente position, qu'on avait des garanties. Il a nommé toutes les déclarations de l'époque. Et la ministre a consenti au fait qu'en effet, il n'y en a pas de garantie, puis ce n'était pas le cas. C'était pas vrai. C'est pas rien, parce qu'au niveau de la confiance et de la crédibilité de ce gouvernement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font des déclarations, c'est en fonction de la situation du jour et de la com du jour, mais qu'on ne peut pas se fier à la véracité de ce qu'ils nous disent lorsque ça compte. Sur Maisonneuve-Rosemont, vous pensez qu'ils attendent la campagne pour l'annoncer? Parce qu'hier, pendant les crédits de la santé, les crédits provisoires de la santé, M. Dubé a dit que, 1, il l'avait annoncé de façon prématurée, et 2, il ne savait pas exactement quand est-ce qu'on allait pouvoir l'annoncer, mais ce ne sera pas avant 2026. Puis ça, bien, ça donne que c'est une année électorale. Bien, c'est-à-dire qu'on s'était engagé à ce que ce soit 2024 pour le début des travaux, et l'annonce, elle a été formelle, elle a été faite par le ministre. C'est évidemment pas une excuse de dire, écoutez, je vous ai dit ça, mais en fait, j'avais aucune idée de ce dont je parlais. Ça se fait pas. Donc, le gouvernement a l'obligation de maintenir son engagement et non pas de transférer à plus tard. C'est l'histoire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis des décennies, là. Et comprenons-nous bien, ils ont fait le choix dans d'autres circonscriptions à travers le Québec de tout de suite mettre de l'avant en phase réalisation des structures comparables. Parce que vous avez dit tout à l'heure, dans votre préambule, que vous ne vouliez pas que ce soit annoncé pour des raisons électoralistes. Alors, est-ce que vous croyez qu'on attend 2026, justement, pour présenter un gros projet comme celui-là en pleine période électorale? Je ne sais pas, mais ce n'est pas exclu non plus qu'on pelte au calendrier grec ce projet-là, compte tenu de calculs électoraux où d'autres circonscriptions ont des besoins et que peut-être le calcul électoral est plus payant à ces endroits-là. C'est pour ça que je dis, si on n'est pas électoraliste, votre annonce, elle est déjà faite, votre engagement, il est clair, les documents sont prêts, ils n'ont pas d'excuses et ils doivent procéder et on ne lâchera pas le morceau. Sur le projet de loi 94, les inquiétudes du Collège des médecins ce matin en ce qui a trait au port du masque des élèves dans les écoles. Les élèves auraient besoin d'avoir des autorisations pour porter le masque à cause de la loi. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Bien, c'est le genre de clarification entre des choses très différentes, là. Un masque n'a rien à voir en principe avec un signe religieux, mais c'est le genre de clarification qui peut et doit être fait dans le cadre de l'étude d'une loi. Donc, justement, s'il y a une préoccupation à ce niveau-là, comment est-ce que ça peut être clarifié? Il y a du temps pour rendre ça clair. Sur les tarifs, Donald Trump va en imposer le 2 avril sur l'industrie de l'automobile, mais PACCAR, est-ce que vous craignez pour PACCAR? Est-ce que vous craignez pour les fournisseurs de l'industrie automobile au Québec?
Bon, revenons à l'essentiel. Ça n'a aucun sens parce que, essentiellement, ce que les Américains sont en train de faire, c'est d'augmenter le prix de leur propre véhicule. Donc, sur le plan moyen-long terme, je ne vois pas comment ça va tenir. Ce que Donald Trump semble vouloir faire, c'est réussir à convaincre des constructeurs, on a vu Hyundai, je pense, il y a quelques jours, choisir les États-Unis pour produire en mettant de la pression avec les tarifs. Mais est-ce que ces tarifs-là sont durables? Est-ce qu'elles ont du sens? Non, parce que ce que ça va entraîner, c'est que des voitures américaines qui coûtent plus cher, donc on va moins en acheter, et plus les Américains également se comportent à l'échelle internationale comme ils ont choisi de le faire, bien, plus le consommateur aussi, s'il est devant une voiture européenne ou une voiture américaine, non seulement la voiture européenne va coûter moins cher, mais en plus, il y a un choix politique, là, on le voit avec Tesla notamment, là, mais il y a des impacts sur l'économie américaine qui sont prévisibles. Avez-vous peur pour Packard? Je n'ai pas de calcul pour chaque entreprise. Ce que je vous dis, c'est que ces tarifs-là ne sont pas durables et ils vont mener à d'autres négociations. Puis je vais juste finir le raisonnement, là. Ne prenons pas pour acquis que ce que Donald Trump a dit aujourd'hui va valoir dans une semaine. Ça va mener à d'autres négociations. Et quand j'entends Mark Carney dire « Moi, le Canada, pour moi, c'est une seule économie », ça veut dire qu'il n'hésitera pas à sacrifier l'intérêt régional d'une partie de son Canada là, au profit de d'autres intérêts. Donc, moi, je ne prends pas pour acquis que dans un mois, on sera dans la même situation, mais je crains qu'il y ait des monnaies d'échange pour protéger l'automobile canadienne. Dans quel cas, c'est ça qu'il faut surveiller et non pas prendre pour acquis que ce que Donald Trump a dit aujourd'hui va être bon dans 2 semaines. La langue, c'est quoi qu'on protège? La gestion de l'offre, la langue, la mobilité de la main-d'œuvre, comme viennent nous le dire Québec solidaire? Ce qui est dans les compétences du Québec demeure dans les compétences du Québec, peu importe ce qu'en pense Ottawa. Est-ce que le Québec a présenté sa liste d'épiceries à tous les partis politiques? Vous, je ne sais pas si vous avez une liste ou vous allez simplement éventuellement lancer un appel à voter au Bloc, mais si vous aviez une priorité dans votre liste d'épiceries, ce serait laquelle? Bien, j'ai déjà fait une liste, mais par inadvertance. Je n'avais pas l'intention de le faire. Mais vous vous souviendrez que Pierre Poilievre m'a interpellé sur les médias sociaux en me disant que son gouvernement serait très différent. Donc, j'en avais profité pour faire les demandes, je réitère, là. Elles valent pour tous les partis. Les pleins pouvoirs en immigration, c'est une demande du gouvernement du Québec depuis très longtemps, qui n'a jamais été suivie. Légiférer pour interdire le pouvoir de dépenser dans les champs de compétences du Québec. Je prends acte de l'engagement de Pierre Poilievre hier d'obtenir le consentement, mais on sait ce que ça vaut à long terme. Donc, nous, on demande en fait de légiférer pour bloquer cette fraude de la Constitution qui est d'intervenir dans les champs de compétences des provinces sans aucune raison valable. Les transferts en santé. Nous, on veut les 6 milliards que François Legault nous avait promis. Là. François Legault se vantait que grâce à son mandat fort, on obtiendrait ça. On a obtenu 1 seul milliard sur 6. Regardez l'état de nos finances publiques et du système de santé. Donc, on s'attend à un engagement en ce sens-là. Ce n'est pas ça qu'on a obtenu à date des partis. Renoncer à toute contestation des lois québécoises sur la laïcité et la langue française, les pleins pouvoirs en culture et le rapport d'impôt unique. Donc, nos demandes, notre liste, elle est déjà faite, elle a déjà été dit, je le réitère, et ce sont des demandes qu'on peut maintenant qualifier d'historiques. En fait, c'est la liste des échecs de la CAQ dans leur fédéralisme de gain. Donc, c'est ça l'étalon de... Est-ce que M. Poilievre a annoncé hier là, son message au Québec? Vous, là, est-ce que vous estimez que les fédéralistes québécois qui ne veulent rien savoir du Bloc, pour qui sont mieux de voter, là, s'ils ne veulent pas trop le Québec? Moi, mon travail n'est pas de faire du commentariat sur la campagne fédérale. Et si à chaque fois qu'il y a une annonce ou une déclaration, je me pose en commentateur, je suis complètement à côté de mon rôle. Mon rôle, c'est de réitérer ce que le Parti québécois demande des partis et de laisser les électeurs évaluer, entre autres choses, si ces demandes-là sont remplies ou pas. Je viens de vous les nommer. Elles sont bonnes pour tous les partis. Et évidemment, je laisse la campagne suivre son cours. Si on regarde ce qui s'est dit jusqu'à maintenant sur le Québec dans cette campagne, hier, M. Poilievre a fait un discours totalement en français qui a duré 50 minutes, promis de protéger le français, etc. De l'autre côté, Mark Carney, lui, s'est planté sur sa candidate, confondu notamment 2 tueries, celle de Polytechnique, de Concordia. Est-ce que vous sentez une plus grande sensibilité? Qui gagne en ce moment, quand on compare les deux jusqu'à maintenant, en regard du Québec, de la position du Québec? Je laisse les électeurs répondre à cette question-là. Sur les tarifs, concernant les véhicules
la guerre tarifaire aux véhicules. Est-ce que le Canada devrait se tourner vers le marché chinois? Est-ce qu'un Québec indépendant qui serait dans la même situation se tournerait vers le marché chinois? Probablement pas. Parce qu'il y a des considérations géopolitiques importantes là, par rapport à la Chine. On sait que c'est quand même un régime qui, sur le plan géopolitique, n'est pas favorable ou aidant pour l'Amérique du Nord en général. Donc, il ne faut pas... le régime chinois, là, c'est un régime... je ne m'étendrai pas très longtemps. Vous savez la nature de ce régime-là et la nature de leur position par rapport non seulement aux États-Unis, mais à la géopolitique nord-américaine en général. N'oublions pas que pour les voitures électriques, dans l'éventualité peu probable, parce que moi, je pense que tout ça va évoluer, mais dans l'éventualité peu probable où on se retrouverait de manière structurelle avec des taxes, des impôts, des tarifs importants sur la voiture électrique américaine, rappelons qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ne sont pas en Chine et qui sont soit en Europe, en Corée, au Japon, qui peuvent alimenter le marché québécois et qui vont être moins chers parce que si les États-Unis s'entêtent à augmenter artificiellement le prix de la voiture américaine, ça inclut les voitures électriques, le produit ne sera pas concurrentiel. Donc, c'est vraiment eux qui, comme je le disais tantôt, se tirent dans le pied au niveau de la prospérité de leurs produits américains. Actuellement, est-ce que le nationalisme québécois est l'équivalent du patriotisme canadien? Quoi? Est-ce que le nationalisme québécois est l'équivalent du patriotisme canadien actuellement? Dans quel sens? Je ne vois même pas l'équivalence entre les deux. La défense du Québec versus la défense du Canada pour les anglophones. Écoutez, moi, je vois tellement pas d'équivalence que j'essaie de chercher le sens de votre question. La défense des intérêts du Québec, elle est tout le temps là et elle doit toujours être là. Il n'y a pas de nuance, là. Lorsqu'on parle de patriotisme canadien, on pense en fait, dans les faits, aux intérêts irréconciliables de 4-5 régions qui ne disent pas la même chose, qui ne veulent pas la même chose, mais on enrobe tout ça de musique, de ballons, puis d'un drapeau canadien avec une petite tasse de Tim Hortons ou un petit Canadian Tire. Mais dans les faits, ça n'a rien à voir avec les intérêts du Québec et ma loyauté sera toujours et seulement en fonction des intérêts du Québec. Donc non, ce sont vraiment des pommes et des oranges. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du Québec. Juste une petite question sur le Parti conservateur du Canada et le Parti libéral du Canada qui promettent les deux des baisses d'impôts. Est-ce que le Québec doit aller récupérer ce champ fiscal-là, cet espace fiscal-là en augmentant ses propres impôts, plutôt que de demander une hausse des transferts fédéraux? Donc, aller juste récupérer cet argent-là de cette façon-là. Je pourrais répondre à votre question après la fédérale pour la raison suivante. C'est beau en campagne de dire, écoutez, on va tous baisser les impôts substantiellement, on ne touchera pas au transfert, et comme le disait Mark Carney, on ne touchera pas non plus à la fonction publique fédérale qui est absolument obèse, là. Elle a cru par 40 %. Le déficit structurel canadien est hors de contrôle par rapport à celui du Québec. Donc, il y a vraiment un problème mathématique et tant que les partis n'auront pas déposé un cadre financier qui nous explique comment on peut substantiellement baisser les revenus du régime fédéral, mais en maintenant les transferts et en maintenant la taille complètement obèse de la fonction publique fédérale qui essentiellement vient dédoubler ce qu'on fait déjà au Québec, tant qu'on n'aura pas une réponse à cette question-là, très difficile de savoir vraiment ce que ça vaut, ces engagements-là, parce que à l'œil, ça ne tient pas la route sur le plan mathématique. Il y a une faille quelque part. Et c'est sûrement pas Mark Carney qui va aller serrer la vis sur les paradis fiscaux, là, on s'entend, c'est lui-même qui les utilise. Donc, c'est pas là qu'on va aller chercher l'argent non plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je veux voir les cadres financiers de ces partis. Sur le principe, par exemple, Jean Charest avait récupéré une partie de la taxe de vente. C'est-à-dire qu'il a augmenté la taxe de vente du Québec en proportion de la baisse de la taxe fédérale. Donc, sur le principe même de dire, bien, si le fédéral diminue ses revenus, là, il diminue sa capacité de dépenser, c'est pas une bonne nouvelle pour le Québec. C'est pas notre intention de capturer ce point-là. Mais avant de donner une réponse à ça, je veux juste une réponse à une question qui me semble évidente. Les chiffres ne tiennent pas à date dans la campagne fédérale et pour les conservateurs et pour les libéraux. Qu'ils déposent leur cadre et reposez-moi la question avec le cadre. Mais je vous dirais, en date d'aujourd'hui, non, ce n'est pas notre intention, ce n'est pas quelque chose qu'on a considéré.